Déjà, la première chose à faire quand vous venez sur le marché, c'est de déterminer qui vous êtes. Et pas qui vous êtes, je veux dire votre profil d'investisseur. Et donc, déterminer ce profil-là, ça passe par la réponse à une batterie de questions. Est-ce que vous êtes là pour du court terme ou du long terme? Quelle est votre aversion à la volatilité? Quelle est votre aversion au risque? Et ainsi de suite. Est-ce que vous préférez la croissance ou plutôt la rente? Donc, quand vous aurez répondu à cette panoplie de questions-là, vous saurez exactement vers quelle stratégie vous orienter et vous saurez aussi quelle stratégie vous sied le moins. Et donc, l'importance de faire ça, c'est de ne pas finir, parce qu'il y a plein de gens dans ce cas-là, c'est de ne pas finir avec des actions dans son portefeuille dont on n'est pas content. Et pas content, je veux dire, à la fin de l'année, on était plutôt au rente, mais à la fin de l'année, l'action n'a pas distribué grand-chose et c'est des perspectives de croissance qu'on a. Évidemment, vous n'êtes pas content avec ce genre d'action dans votre portefeuille, puisque ça ne sied pas à votre profil d'investisseur. Donc, la première chose, c'est d'établir le profil d'investisseur. Ça va vous orienter vers votre stratégie d'investissement et la stratégie d'investissement va vous orienter vers les actions que vous pouvez acheter dans votre portefeuille. Ok, super, je vois. Du coup, ça me donne deux questions. Oui, deux. En fait, et c'est quoi la différence entre la croissance et la rente, en fait? OK. Alors, donc, en bourse, il y a deux manières de gagner de l'argent littéralement. Le premier moyen, c'est la plus-value. Vous achetez une Oui, action à 1000 francs que vous revendez à 1700. Plus-value. oui, mm, Et donc, le second moyen, c'est les dividendes. Donc, oui, c'est ce qu'on oui. appelle la rente en fait. C'est des revenus de rente. Donc, Ok, à la fin de l'année, l'entreprise en question derrière l'action va faire des bénéfices et va décider de distribuer un certain pourcentage du résultat bien sûr. en dividendes. Et c'est ce que vous allez recevoir l'année prochaine sous forme de dividendes. Donc, c'est des revenus de rente. Ouais, je vois. Donc, votre approche, ça peut être concentrée sur, comment dire, l'accumulation des revenus de rente ou plutôt sur la captation des plus-values. Donc, c'est Ouais. soit l'un, soit l'autre. Maintenant, si vous voulez jouer au milieu, hein, chercher un compromis, tout ça aussi, c'est encore faisable, mais il faut garder à l'esprit que l'un se passe toujours au détriment de l'autre. De l'autre. Ok, 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 super, super. Et l'autre question, c'est, ok, comment je fais du coup, parce que vous avez dit, il y a une batterie de questions qu'il faut répondre pour pouvoir, voilà, déterminer le type d'investisseur ou le profil sur le marché. Donc, ce que je voulais demander, c'est, voilà, cette liste de questions-là, est-ce que, voilà, vous pouvez m'aider à entrer en possession ou, voilà, comment je fais pour avoir cette liste de questions me permettant d'identifier mon profil d'investisseur ou mon profil sur le marché, O- sur le marché. Ok, je vous enverrai cette liste de questions-là par WhatsApp à la fin de ce webinaire-là. Mais D'accord. rappelez-moi juste, écrivez-moi à la fin hein, pour me redemander ça en inbox et je vous l'enverrai. D'accord, ça marche, merci. Et une dernière question. Et voilà. Maintenant, ok. Disons que euh, j'ai commencé par faire mes premiers pas et voilà, j'ai déterminé mon profil et tout. Et je veux passer à l'action. Genre, je veux commencer par passer des ordres sur le marché. Vu que vu qu'on a dit un peu plus tôt que c'est un peu identique aux autres bourses, ou je dis de n'importe quoi, hein. Cela voudra dire que voilà, je dois passer par des coursiers. Du coup, là, actuellement, moi, je ne connais pas trop les coursiers comment je vais dire, rég- est-ce que je vais dire régulés, autorisés et auprès de qui on peut passer des ordres sur les marchés. Donc, l'autre question, c'est, OK, comment est-ce que je fais aussi pour m'informer à propos des coursiers et sur quels critères je me base pour choisir un coursier au détriment d'un autre, s'il y en a plusieurs, bien sûr. Donc, Ok. Déjà, là, il y a une liste hein, des courtiers
c'est des courtiers, on les appelle, pas des coursiers, même si à la fin de la journée, c'est presque le même type d'opération que les deux fonds. Donc, Ouais, donc, il y a une liste de courtiers agréés. Sur le site de Rich Boost, il y a un lien. Je vais vous envoyer le lien à la fin de ce ouais. webinaire-là ou même si vous voulez, vous allez dans le grand groupe, le groupe BRVM 1000. Dans la description, il y a un lien où c'est mis une liste des SGI. D'accord? Société de Ok, gestion et d'intermédiation. C'est ça les courtiers en question. Donc, vous cliquez ah, juste sur ok, le lien, vous ok. verrez les courtiers agréés et c'est déjà trié par pays. Et il y a même des avis, des recommandations sur le site en question, Richboost. D'accord, Alors, d'accord. comment vous choisissez votre courtier, votre SDI finalement? Ça dépend. Là encore, il faut répondre à des questions. Donc, le genre de questions que j'aime poser aux gens généralement, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que c'est du trading ou du long terme? Oui. Oui, allez-y, répondez en même temps Ah, pour ok, qu'on ok, puisse filtrer. ok, c'est une question. Là, actuellement, ce à quoi je suis en train de penser, c'est du long terme, en fait. Ok. Je, Et ouais, je veux faire du long terme. donc, Et, oui, allez-y. ok, oui, et progressivement me bâtir un portefeuille quand même intéressant, mais je le ferai quand même progressivement et sur du très long terme. Ok. Donc, c'est vraiment ça mon objectif, en fait. Ok. Hmm. Alors, donc, à votre nom, je crois bien que vous êtes béninois et que vous êtes au Bénin, c'est bien ça, hein? Oui, je suis béninois et j'y réside. Ok. Donc, si vous voulez, l'importance de cette question-là, c'est en fait de savoir si vous avez besoin d'une plateforme de bourse en ligne. D'accord? Et donc, Ok, si cette plateforme-là, elle est indispensable si vous voulez faire du trading. ok, Mais si vous voulez faire du long terme, elle est complètement dispensable. D'accord? oui, oui, Et donc, si vous n'avez pas besoin de plateforme de bourse en ligne, n'importe quel SDI pourrait faire l'affaire, théoriquement. D'accord? Et donc, ça oui. m'amène à la deuxième question. Donc là, on a encore plus rien filtré hein, de toutes les SDI qui sont disponibles au Bénin. Toutes les SDI, littéralement, pourraient faire l'affaire si vous voulez faire du long terme. Donc, ça m'amène à la seconde question, c'est est-ce que vous comptez faire du crédit nantissement? Pardon, j'ai pas bien suivi. Je demandais si vous comptez faire du nantissement ou du crédit nantissement. Vous savez ce que c'est? Ah non, je sais pas. Pas du Alors, tout. le nantissement, c'est en anglais, on appelle ça SBL, Security Backed Loan. Ça veut dire, c'est possible de mettre votre portefeuille en garantie pour obtenir du crédit. Donc, je dis n'importe quoi. Je dis que vous avez 10 millions de francs CFA de capital investi, Oui, tout en actions. Ça, c'est le pire hmm, des cas. oui, Et en fait, chez Africa Boost, par exemple, c'est possible d'obtenir un prêt à hauteur de 50 à 60% du capital. Donc, vous pouvez ok, obtenir un prêt entre 5 millions et 6 millions de francs CFA sur un ouais. portefeuille de 10 millions de francs CFA. Donc, Hmm. ils vont garder vos titres en garantie et vous offrir ce prêt-là. C'est ça qu'on appelle le nantissement. Le lentissement, ok, Et ok. évidemment, pas toutes les SCI offrent cette possibilité-là. Donc, est-ce que vous comptez le faire? Ah, bien sûr, Donc, si vous comptez le faire, au Bénin, par exemple, il n'y a que Africa Boost pour le moment qui offre ce genre de service-là. le service, ok. Donc, ça vous oriente directement vers Africa Boost. Africa Boost, ok, ok, OK. ok. Ça marche. Je crois que vous avez encore d'autres questions, n'est-ce pas? Non, voilà, ouais. Et bon, je pense que ça, c'est une question assez truc là, optionnelle, mais je vais quand même la poser. Et de votre expérience, n'est-ce pas, à partir de combien pensez-vous que, voilà, il faut investir de façon périodique, bon, je dirais par exemple mensuelle, pour, euh, pour se dire, voilà, que d'ici euh, 10 ou 15 ou 20 ans, avoir un portefeuille assez intéressant, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui gagne, par exemple, je dis aussi de n'importe quoi, pour quelqu'un qui gagne, par exemple, entre 250 et 500 ou 700 000 le mois. À partir de, genre, combien est-ce qu'il peut, voilà, dire, euh, chaque mois, cette partie-là, ça va dans les investissements pour l'acquisition des actions. Et sur 10
ou 20 ans, il a un portefeuille plutôt solide. Alors, ça, c'est une question assez intéressante. Déjà, deux approches. Donc, la première approche et la plus directe, c'est celle que vous sous-entendez déjà là, c'est de fixer un taux d'épargne en fait. Oui. D'accord? Et ça, c'est plutôt, comment dire, ça varie. D'accord? Je ne sais pas quel genre de charge vous avez et donc je Bien ne sûr. saurais dire quel taux d'épargne vous devez adopter. Mhm. Donc, une seconde approche beaucoup plus facile, Oui. c'est de commencer par déterminer ce que j'appelle le capital d'indépendance financière. Donc, de combien de capital investi vous aurez besoin dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas quel est votre horizon de placement, pour Ouais, j'ai que, dit plutôt 20 ans. ok, donc disons 20 ans, donc pour Oui. que dans 20 ans là, avec ce capital investi là, que vous n'ayez pas besoin de travailler, mais que votre portefeuille vous donne comme revenu exactement votre salaire. Ouais. D'accord? Ouais. Et donc, vous fixez le capital. Pour faire ce calcul, c'est très simple. Vous prenez votre salaire actuel, ou si vous voulez, le salaire que vous voulez avoir dans 20 ans. Mm. D'accord? Donc, vous Mm. prenez ce salaire-là que vous multipliez par 12 pour savoir combien vous devez générer par année. Oui. D'accord? Et vous faites ensuite une règle de 3. Donc, sur la BRVM, par exemple, avoir un revenu de 7%, c'est relativement facile. C'est D'accord? relativement facile, hein? Ouais. Ah, D'accord? oui. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Donc, si ça veut dire que en générant du 7%, vous devez pouvoir générer en une année votre salaire annuel que vous venez de calculer. Donc, votre salaire annuel que vous venez de calculer, ça représente 7%, ça doit représenter 7% de votre capital d'indépendance financière. Ouais, bien sûr, Et bien sûr. donc, J'ai le, capté. Mhm. le calcul est simple, c'est vous faites ce salaire annuel là, le salaire fois 12 déjà, donc Oui. fois 100 divisé par 7. Et ça vous donne immédiatement votre capital d'indépendance financière. Le capital avec lequel vous pouvez générer votre salaire mensuel sans rien faire, littéralement. Clairement, ouais, je vois. Et donc, quand vous avez maintenant le capital investi, et ça, vous voulez l'avoir, ce capital d'indépendance financière, vous voulez l'avoir dans 20 ans, vous faites maintenant un calcul pour revenir en arrière. Donc, quel capital vous avez là actuellement? Donc, je dis n'importe quoi. Je dis le capital que vous voulez avoir dans 20 ans, je dis c'est 200 millions. D'accord? En 20 ans. Et Oui. donc, vous prenez le capital que vous avez là actuellement. Je dis n'importe quoi. Je dis que c'est 2 millions. D'accord? Donc, on veut quitter 2 millions pour aller à 200 millions. C'est bien ça. Oui. Donc, quand vous connaissez ce que vous devez atteindre et la période que vous avez pour l'atteindre, vous pouvez maintenant planifier combien il faut faire comme épargne de manière mensuelle et quel est le taux de performance de votre portefeuille, quelle performance votre portefeuille doit avoir fait sur les 20 années pour atteindre ce capital de 200 millions au bout de 20 ans. Donc, en réalité, quand on connaît les deux extrémités, faire ce genre de calcul-là, c'est vraiment relativement facile à faire en fait. Ouais. Donc, voilà. Super, super. C'est bien capté. Je vais m'exercer à le faire. OK. Ouais, ouais. Ok, merci beaucoup. Ce sera tout pour le moment. Bonjour, Merci à coach. vous. Bonjour. Voilà, je vais être la deuxième personne à intervenir. Est-ce que je peux? Bien sûr. D'accord. Je m'appelle Édouard Koulou, je réside en Côte d'Ivoire et je ne suis pas novice en bourse puisque j'ai investi depuis plus de 10 ans. Wow. Je le fais de façon, j'étais dans un club d'investissement, donc j'ai appris, je veux dire les bases, les rudiments, Mm. je les connais. Et je place moi-même mes ordres de bourse. Depuis l'année dernière, euh, avec la bourse en ligne que j'ai commencé à pratiquer cette année, mais depuis l'année dernière, j'ai commencé à me former un peu sur le net. Et puis, il y a plusieurs écoles qui existent aussi en Côte d'Ivoire, de la sous-région. Donc, j'ai commencé à prendre des cours pour améliorer mes connaissances. Voilà. Moi, j'ai une préoccupation, c'est que de façon spécifique, je suis chef d'entreprise et j'ai un compte titre pour l'entreprise et à titre personnel, j'ai aussi un compte. Alors, ma question, c'est que c'est plutôt des conseils, de recommandations que je voudrais obtenir de vous.
C'est pour cela que je me suis inscrit à ce webinaire, parce que j'aime bien votre façon simple d'expliquer les choses et votre approche. Alors, ce que je recherche, c'est déjà accroître les fonds propres d'entreprise. C'est le premier objectif que je veux viser maintenant. Ensuite, deuxième objectif, pouvoir obtenir l'accompagnement bancaire. Parce que c'est vrai qu'à la banque, j'ai DAT, mais je l'ai dit, je préfère passer par la bourse pour avoir plus de levier, je vais le dire ici. Et puis, le dernier objectif que je veux atteindre, c'est de payer quand même des primes pour mes collaborateurs en fin d'année, sans forcément puiser dans les ressources ou les réserves. Mais je veux que ce soit le revenu de la bourse qui me permette d'atteindre ces trois objectifs. Donc ça, c'est vraiment la première question qui a comporté plusieurs sous-questions. Voilà. Le deuxième, ça concernera peut-être mon portefeuille personnel. Dernière chose que je vais dire, en portefeuille, je vais vous donner les titres que j'ai. J'ai du BOA Niger que j'ai pris cette année et je constate que je suis en moins-value de 1%, de moins 1%. J'ai du Bolloré où je vois, je suis en plus-value de 2%. J'ai du Palmsi que j'ai acquis depuis les 10 années, puisque c'est la même que j'ai maintenu. Je suis en moins-value de 4%. Et je dis SAPH, je suis à moins-value de 33%. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que je passe suffisamment fort? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, voilà un peu mon portefeuille. Et voici les objectifs que j'ai dit plus haut. Ok. C'est la première grosse série de questions, je veux dire. Ok, Merci. ok. Pour faire simple, je vais vous demander de poser les questions une à la fois. Donc, on commence par la toute première question. Allez-y. Alors, c'est un compte entreprise déjà sur cela. Et mon premier objectif, c'est à pouvoir accroître les fonds propres de l'entreprise. Donc, quelle est la question? C'est-à-dire, ben, c'est ça. Je veux dire, c'est un conseil que je recherche. La question, c'est quel est le type, quel est le profil d'investisseur que je dois être pour pouvoir accroître les fonds propres de l'entreprise. On va dire ça comme ça. Ok. Donc, poser comme ça, ça n'oriente pas vraiment vers une réponse, on va dire, une bonne réponse. Parce que vous ne pouvez pas changer de type de profil d'investisseur. C'est quelque chose que vous êtes. Donc, c'est un diagnostic que vous faites pour savoir qui vous êtes. Alors, ce que je vais dire, parce que les fonds propres d'entreprise, c'est quand même un peu plus de stabilité. Mm. Je sais que si j'ai des réserves, si j'ai des actifs un peu plus importants, euh, ça permet de soigner la santé financière de l'entreprise. Donc, je me suis dit peut-être que les, les titres qui permettent d'avoir, pour lesquels on a peut-être, qui permettent de faire du long terme ou même de la rente, ça peut correspondre parce que c'est des titres où il y a moins de volatilité, par exemple, peuvent permettre d'accroître les fonds propres. Si j'investis régulièrement chaque année, ou bien régulièrement chaque mois. Donc, je me voyais un peu sur cet aspect-là comme j'ai envie de dire un rentier. Parce que c'est pour renforcer les fonds de l'entreprise. Et c'est des titres qui sont moins volatiles et pour lesquels on a peut-être des dividendes chaque année. Donc, Ok. c'était peut-être pour confirmer cette stratégie aussi. J'ai une question pour vous en retour. D'accord? Est-ce que vous êtes déjà posé pour déterminer votre profil d'investisseur? Oui, à titre personnel, sur mon compte, moi-même, mon compte personnel, je fais de la spéculation sur certaines valeurs et puis il y a certaines valeurs pour lesquelles je suis vraiment rentier. À titre personnel, sur mon compte perso. Ok. Et Voilà. étant donné que c'est la même personne qui gère les deux comptes, ce n'est pas en fait, c'est comme je le dis d'habitude, ce n'est pas possible d'avoir deux stratégies d'investissement. D'accord? Parce que à la base, c'est vous, c'est qui vous êtes. Vous ne pouvez pas agir de deux manières différentes. Et ce que vous risquez dans ce cas, si vous essayez ça, c'est d'avoir une certaine stratégie dans laquelle vous allez bien performer parce qu'elle est compatible avec votre personnalité et l'autre stratégie qui ne vous convient pas, vous allez tout simplement sous-performer. Et si vous mettez beaucoup trop de capital, ça risque d'atténuer votre performance globale. Vous voyez ce que je veux dire?
Je comprends parfaitement. Voilà. Donc, une fois que vous avez déterminé votre stratégie d'investissement, vous devez vous tenir à utiliser la même stratégie pour les deux portefeuilles. Tant que c'est vous qui gérez les deux, c'est la même stratégie pour les deux. Et Je donc, comprends. et donc, le second Je truc que comprends. je vais soulever ici, c'est, en fait, moi, je ne trouve pas vraiment que ce soit une bonne idée de vouloir utiliser un portefeuille, un compte titre pour renforcer comment dire, les capitaux propres Le fonds, de l'entreprise. Pourquoi? Parce que d'accord. l'entreprise devrait se concentrer sur son activité. Ce n'est pas parce que littéralement commencer par investir sur un marché financier avec on va dire, des actifs d'une entreprise, c'est de la diversification. C'est vous éloigner du cœur de métier de l'entreprise. Alors, je vais peut-être faire une petite précision qui pourra peut-être nous éclairer aussi. Dans ce que j'ai arrêté avec mon équipe, c'est que sur tous les marchés qu'on obtient, sur toutes les commandes qu'on obtient, on a décidé de prendre 10% de la marge bénéficiaire pour investir en bourse. C'est ce que je fais depuis 10 ans. C'est-à-dire, je prends une partie du bénéfice que je mets en bourse pour constituer un peu une forme d'épargne. Et d'ailleurs, même, ça m'a sauvé parce que avec les impôts à un moment donné, ça nous a permis vraiment d'évacuer un certain nombre de choses. Et ça m'a aidé aussi. Depuis 10 ans, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, ce sera dans le choix des titres pour que je ne perde pas de l'argent, parce que j'ai eu à perdre un peu d'argent sur certaines valeurs aussi. C'était citable il y a quelques années, à peu près il y a 5 ans. Donc, c'est pour dire que je ne touche pas l'activité de l'entreprise. Je continue de réinvestir dans l'entreprise avec ce qu'il n'a pas réservé. Mais la part bourse, c'est dans cela que je veux mieux la structurer et mieux affiner pour qu'elle soit plus rentable. Je ne sais pas si vous percevez un peu mon approche. Ok. Donc, je comprends en Voilà. fait que tout le cash flow que vous générez ne peut pas être réinvesti dans l'entreprise. Et donc, vous vous retrouvez dans l'obligation de devoir investir une partie sur la BRVM. C'est bien ça? Je peux réinvestir dans l'entreprise, mais en tant que chef d'entreprise, il y a aussi la prudence pour les temps nuageux. Donc, je me dis, tout ce que je gagne, sur la marge bénéficiaire, bien sûr, les 10% que j'affecte à la bourse, pour moi, qui est un véhicule qui me permet de gagner de l'argent de façon ou d'une autre, ou de perdre si je me comporte pas bien, ces 10%, je vais les optimiser dans la bourse. Ok. Et comme ça appartient à l'entreprise, ces 10%-là, je vais ce compte titre, je veux pouvoir dire que ça doit pouvoir rendre service à la bourse, plutôt à l'entreprise. Donc, Je sais pas si vous voyez un peu. ouais, en réalité, c'est une manière de stocker de la liquidité. Tout à fait. Donc, tant que c'est pas une grosse partie du patrimoine de l'entreprise qui est mis dans cette activité d'investissement, ça va. D'accord. L'important ici, c'est D'accord. de ne pas, enfin, s'éloigner du cœur de métier de l'entreprise. La priorité devait être donnée au cœur de métier de l'entreprise, puisque c'est la raison sociale même de l'entreprise, right? Tout à fait. Je comprends. Peut-être que le deuxième objectif que je vise peut-être pourrait permettre peut-être d'apprécier aussi, parce que je voulais utiliser pour aussi un accompagnement bancaire. C'est un peu le deuxième objectif aussi, à part le fait d'accroître les fonds propres, parce que je sais que quand vous soignez vos fonds propres, vous êtes plus crédible devant la banque. Et je me dis un accompagnement bancaire pourrait, si j'ai mon, je veux dire, je sais qu'il y a des prêts à rémunérer, comme on le dit, c'est-à-dire que le portefeuille que j'ai peut servir de garantie, comme vous l'avez dit tantôt, pour le premier intervenant. Je veux pouvoir aussi utiliser cet investissement en bourse-là pour que ça constitue une garantie. Et mon banquier m'a dit que c'était possible. D'où peut-être le choix aussi des titres. Je suis en train d'expliquer un peu sur la deuxième question, la deuxième objectif plutôt. Peut-être que ça pourrait permettre de répondre à tout cela. Ok. Donc, on va dire fonds propres et garantie bancaire qui peut considérer garantie. Quel est le profil qu'on doit avoir, l'investisseur, et peut-être quel type de titre aussi. Je ne sais pas si vous voyez un peu mon approche. Oui, effectivement. Donc, Voilà. donc effectivement, oui, vous pouvez faire du nantissement pour obtenir du financement pour vos projets. Mais un truc important à préciser ici, c'est, vous savez ce qu'on appelle le facteur de levier? Non. Donc, c'est, par exemple, pour obtenir un prêt de, je dis n'importe quoi,
de 500 millions de francs CFA, combien vous devez apporter en vous-même, d'accord, en fonds propres. Donc, si c'est 100 millions de francs CFA, ça vous fait un facteur de levier de 500 divisé par 100. Donc, ça fait 5. OK. Et donc, vous allez constater que dans le cas du crédit d'investissement, ce facteur de levier n'est pas fameux. D'accord? Parce que pour obtenir 100 millions de francs CFA, bon, je fais des calculs simples. Pour obtenir Oui. 50 millions de francs CFA, vous devez quand même apporter vous-même 100 millions de francs CFA et mettre ça finalement en garantie. Donc, c'est 50% de ce que vous apportez, en fait, qui vous est donné comme prêt. Donc, Tout à fait. un moyen de financement beaucoup plus intéressant pour une entreprise, à part le crédit nantissement, c'est le genre de prêt que vous obtenez quand vous montrez à la banque les preuves que vous avez déjà un marché et que vous voulez juste du financement pour accomplir le marché. Et je crois que même dans ces cas-là, vous n'avez presque pas besoin d'apporter quelque chose en nature. Alors, c'est ce qu'on utilise habituellement. En général, on a des lignes d'affacturage et même de financement de bonnes commandes avec les banques dans lesquelles on est. Donc ça, c'est un moyen qu'on utilise pour faire de l'accompagnement. Et puis, bien sûr, le crédit fournisseur aussi. Ah, voilà. Donc ça, on le fait. Donc, si vous, Mais j'étais vraiment spécifiquement focus sur la part que je reverse à la bourse. C'est les 10% de mes marges bénéficiaires que je remets à la bourse. Vraiment, c'est la partie optimisation de cela qui m'intéresse véritablement dans l'utilisation. OK. Et donc, si vous essayez de comparer vos deux moyens de financement, donc mettre le bon de commande comme garantie pour obtenir un prêt ou bien faire du nantissement, le bon de commande en garantie et le prêt que vous obtenez avec, c'est largement supérieur, hein, largement plus intéressant que l'alternative du crédit nantissement pour financer une entreprise. Alors, la petite difficulté à laquelle je suis confronté quand je fais la comparaison, excusez-moi pour les autres, hein, excusez-moi de monopoliser un peu la parole, mes frères, mes amis, c'est que le taux de la banque est un peu élevé. C'est-à-dire aujourd'hui, avec la banque, je suis autour de 10, 10 et demi quand ils m'accompagnent. Et quand c'est des appels d'offres, on n'a pas plus de 15%. Quand vous avez 20%, c'est une chance inouïe. Aujourd'hui, la concurrence est telle qu'on a à peu près 15% de marge sur les 10 à 15%. Quand la banque prend 10,5 ou 11%, on se retrouve avec quasiment rien. OK. Le crédit, Voilà. Donc, ça fait que l'accompagnement bancaire en lui-même sur les finances et bonnes commandes, quand vous n'avez pas une bonne marge, il n'est pas intéressant. Donc, voilà. je cherche l'alternative, une alternative ailleurs. Donc, l'alternative C'est du surtout ça. crédit financement, pas parce que j'en ai déjà fait, hein, et à plusieurs reprises, c'est autour des 10%, c'est au Bénin en tout cas, et chez Africa Bourse, c'est autour des 10%. C'est du 1,15% dégressif par mois. Donc, sur Oui, l'année, vous vous retrouvez à quelque chose autour de 10%. Donc, ce n'est pas tout très à loin de fait. ce que la banque vous charge déjà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça la contrainte. Ouais, Vraiment, ce que je recherche, c'est comment optimiser les 10% que je mets vraiment en bourse pour que ça serve à l'entreprise et que, et puis aussi, je disais qu'un dernier objectif, et peut-être c'est ça que je vais arrêter, que je vais atteindre avec ces 10%, c'est de pouvoir, en fin d'année, payer des primes à mes collaborateurs, bien de façon semestrielle, payer des primes à mes collaborateurs, sans que j'attende de puiser dans les revenus de l'entreprise, enfin, dans les réserves que on a constituées pour l'entreprise. ok. Merci un peu à tous. Bon, voilà. Donc effectivement, si vous avez cet objectif-là, la stratégie la mieux adaptée à ça, c'est d'adapter une stratégie de rente pour pouvoir obtenir des revenus immédiats, pour pouvoir satisfaire ce genre d'obligations-là. Donc, Ok, je ne sais pas, moi j'ai peut-être une suggestion pour vous, d'accord. et tout est une question de taille en réalité. Est-ce que vous avez pensé à l'alternative où vous n'investissez pas ce que la partie du patrimoine qui est en bourse actuellement, que vous ne l'investissez pas directement en bourse, mais que vous l'utilisez plutôt pour financer les marchés? Parce que rien qu'en faisant ça, hein, c'est comme si ça vous rapportait 10% par an, puisque ça vous épargne un manque à gagner de 10% que la banque vous charge actuellement. Oui, c'est une possibilité, mais ça veut dire que je n'ai pas d'épargne pour l'entreprise. Oui,
parce que je n'ai pas d'épargne et vous savez, les chefs d'entreprise, vous n'êtes pas à l'abri de, comme on dit, d'impondérables. Vous avez un deuil, tout de suite, on va pousser les réserves. Vous avez quelque chose, il y en a beau être discipliné quand l'argent est disponible. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri de la fiscalité. Un matin, on ferme vos comptes. Lorsque vous n'avez pas sur les impôts. En Côte d'Ivoire, c'est des choses qui se font. Et la fiscalité est très prégnante ici. Et je crois qu'au Bénin, ça a commencé. Donc, ça s'est accentué, je vais dire ça comme cela. Voilà, parce que j'ai aussi une entreprise au Bénin aussi. Donc, on se rend compte que c'est pas aisé, véritablement, d'avoir de l'argent à portée des mains tout de suite. C'est pour ça vraiment que la bourse, comme je dis, j'ai une appétence pour moi pour la bourse. Je veux vraiment qu'on puisse euh, optimiser ce que je mets en bourse. Maintenant, est-ce que le portefeuille que j'ai donné, les titres là, peuvent correspondre éventuellement à ces objectifs que je vais atteindre? Ok, C'est donc, les BOA Niger, oui, Bolloré, PAMSI et SAPH. Ou bien je peux renforcer avec quoi? Loi Voilà, je vais dire ça Niger, ici. Palm CI, SAPH Et Bolloré, Bolloré, voilà. oui. Donc, C'est sur Bolloré seul que je suis je vais dire en plus-value de 2%. ok. Donc, déjà, les entreprises agricoles, c'est des entreprises que moi, j'essaie d'éviter au maximum. Parce que on va dire, l'activité en elle-même, ou plutôt, si vous voulez, le cash flow est plutôt cyclique. Hein. Parce que ça dépend largement de ce que le commodities qui est derrière, comment c'est valorisé sur les marchés internationaux. Et ça, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire dans ce OK, cas-là, c'est de commencer par surveiller les marchés pour essayer de réagir le plus rapidement possible ici sur la BRVM. Ça, c'est un jeu plutôt dangereux. D'accord? OK, Donc, le mieux, c'est de choisir un jeu beaucoup plus simple. D'accord? Vous savez que vous voulez d'accord, adopter une stratégie de rente. Les entreprises qui OK, payent les plus gros dividendes sur la BRVM, c'est les entreprises les plus grosses de la BRVM parce qu'elles ont déjà saturé le marché, elles n'ont pas d'espace pour faire du growth et donc elles sont obligées de OK, tout ressortir sous forme de dividendes. Et donc, vous les savez, OK, c'est les plus grosses valeurs télécom de la place tout simplement. D'accord? Donc, c'est les Sonatel, les Orange et consorts. Donc, OK, c'est vers ce genre d'entreprise-là que vous devriez vous orienter si vous voulez vraiment des revenus de rente sur la BRVM. OK, d'accord. Parce que dans mon portefeuille perso, j'ai du Orange, voilà. J'ai du BOA Burkina, donc qui se comporte pas bien en ce moment. Voilà. Donc, ok. Bon, comme pour ne pas monopoliser la parole, je note bien ce que vous dites, mais pour moi, SAPH et PAMSI, c'est purement parce que la Côte d'Ivoire est un pays agricole et c'est ma façon à moi de soutenir l'économie pour un pays qui est basé sur l'agriculture. Tout à fait. Donc, ça fait que je ne mets pas beaucoup de choses dedans et depuis près de 10 ans, j'ai ces valeurs. Je ne mets pas beaucoup de choses dedans. Mais ça m'a dit aussi à un moment donné, surtout PAMSI, à un moment donné, où ça a été très bon après 5 ans d'évolution. Mais bon, je vais suivre votre conseil et puis essayer de m'orienter vers les grosses capitalisations de la bourse. En tout cas, merci. Et puis, je vais laisser le crachot à d'autres personnes. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des préoccupations ou même des suggestions? Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Yanké Kona Marie Chantal. Moi, j'ai plutôt des questions. Vous m'entendez? Oui. D'accord. En fait, j'ai pas encore commencé à investir en bourse. Ma première question, je suis d'abord en Côte d'Ivoire. Donc, quelle est la RGCI choisie pour une personne qui souhaite faire du long terme, en fait? Et donc, si vous ne voulez pas faire du trading, parce que si vous voulez faire du Mhm, trading, vous avez besoin d'une plateforme de bourse en ligne. Si vous ne voulez pas faire du mhm. trading, vous n'en avez pas besoin. Et littéralement, toutes les SDI qui sont agréées déjà par la BRVM peuvent vous accompagner dans cette approche-là. Le long terme, c'est facile, c'est juste des mails à envoyer à votre gestionnaire. Et après Mhm. quelques jours, vous avez les actions dans votre compte. Comme c'est aussi facile que ça. D'accord.
Mais vu que je suis nouvelle, bon, maintenant je vais commencer. Je veux au moins avoir une idée. Si j'ai pas, en fait, comment on appelle ça? La possibilité, bon, pas la possibilité. C'est du long terme que je souhaite faire, mais je souhaite au moins comprendre comment ça se passe. Je sais pas si je me fais comprendre. Si j'ai pas besoin de faire du site, directement donner la main à mon gestionnaire de pouvoir, je choisis les différentes entreprises où je souhaite investir et c'est le gestionnaire qui va émettre directement acheter les actions, c'est ça, non? Oui, donc vous avez plusieurs possibilités, hein. Il y a Mm. une approche déléguée, la gestion sous mandat. Donc vous donnez le plein droit à la SDI d'opérer le portefeuille pour vous. D'accord? Mhm. L'alternative, c'est de vous-même de prendre la main, de dire, je vais acheter ci, je vais acheter ça à tel prix, voilà la date limite, et voilà, qu'on soit, vous prenez complètement la main. Mais ça, vous faites ça si vous êtes entièrement formé, que vous maîtrisez la chose. Ou bien, il y a, il paraît, une approche mixte, où vous co-gérez le portefeuille avec votre SDI, même si je ne conseille ça à personne, parce qu'on ne sait plus qui a fait quoi dans le portefeuille. Mais c'est pas possible au fait de pouvoir, genre, avoir directement le site, même si je souhaite faire du long terme. Par site, vous entendez la plateforme de bourse en ligne? Vous dites? Est-ce que par site, vous entendez la plateforme de bourse en ligne? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que Bon, vous en appelez fait, site? c'est, bon, j'ai jamais investi en bourse, donc j'ai quelques petites notions. Hmm. Mais c'est maintenant, je sais que je veux commencer, mais il faudrait au moins que j'ai vraiment une idée à quoi ça ressemble, tout ça. Déléguer, bon, c'est comme si j'ai vraiment pas la main, tout ce qui se passe. Je sais pas si j'ai Je bien ne comprends pas expliqué. bien votre question. Au fait, vu que j'ai dit que je souhaite faire du long terme, Oui. et vous avez dit c'est pas du trading, Hmm. donc mieux vaut confier la Mais gestion à une SG, une SGCI, c'est ça, non? non, je ne dis SG. pas de, parce que vous voulez faire du long terme, de confier la gestion à votre SDI. Je dis que si c'est du long terme que vous voulez faire, n'importe quel SDI Mhm. pourrait faire l'affaire. Parce que ça voudrait dire Ah, que ok. vous n'avez pas besoin de plateforme de bourse en ligne. Hmm. Parce que dans le cas où vous voudriez faire du trading, vous auriez eu besoin d'une plateforme de bourse en ligne. Et ce n'est pas toutes les Mhm. SDI qui offrent une plateforme de bourse en ligne. Mais Mhm. si vous n'avez pas besoin de plateforme de bourse en ligne, n'importe quel SDI pourrait faire l'affaire. D'accord. Maintenant, quand vous avez Mhm. adopté la SDI en question, vous avez le choix parmi les types de gestion que je viens de vous dire là. La gestion déléguée, la gestion libre et la gestion mixte. D'accord. Maintenant, quelle stratégie vous me proposez, mix ou bien la gestion libre? Entre les trois, Bon, laquelle vous me proposez? alors je comprends que vous êtes complètement débutante et que vous ne maîtrisez pas vraiment la chose. Le mieux encore, c'est Hmm. au début de déléguer la Mhm. gestion, de confier la gestion à votre SDI, le temps de vous former. D'accord. Maintenant, bon, là, moi, je vois à chaque fois quand d'autres personnes posent la question dans le groupe, vous proposez Bridge Security. J'ai essayé de faire mes recherches sur leur site, mais j'ai vu les avis. Il y a d'autres personnes qui sont mécontents, qui sont un peu lents, tout ça. Et j'essaie aussi de voir la NTIA Bank, NTIA, qui propose aussi. Mais juste que les frais sont un peu énormes par rapport à Bridge Security. Oui. Donc, bon, je sais pas si vous avez des connaissances qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui peuvent donner leur avis sur quel RGCI aller, en fait, commencer plutôt. Ok. Et donc, les avis sur Bridge Securities dans le groupe sont plutôt bons, hein, dans le groupe. Mais si sur le site vous Mhm. avez eu des avis contraires, alors là, c'est vrai que c'est perturbant parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc, la question que Mhm. moi je vous pose, c'est
avec quel capital vous voulez commencer? Pour un début, je souhaite mettre 100 000 et puis au fur et à mesure, chaque mois, mettre peut-être 10%. Ok, donc NCA, avec NCA, quel est le capital minimum pour commencer? C'est 100 000 aussi. Ok, bah voilà, donc c'est résolu alors. Si les avis sur NCA sont meilleurs par rapport aux avis sur Grid Securities, autant aller avec NCA, puisqu'ils acceptent aussi 100 000 pour commencer. D'accord. J'ai une autre question. Maintenant, vu que moi, je cherche du long terme, j'aimerais savoir, lorsque une entreprise donne des dividendes, comment ça se passe avec les dividendes? C'est sur 6 mois ou bien sur une année que les entreprises versent les dividendes? Sur une année. Sur une année. Et on a au moins une idée de combien les entreprises versent. Alors ça varie largement. Ça varie. Ouais. D'accord. Et une dernière question. Maintenant, les secteurs, quels sont les différents secteurs que vous proposez dans lesquels on peut investir et puis avoir plus de dividendes? Alors, donc, je ne pense pas que pour s'orienter vers les entreprises à acheter, il faille, enfin, réfléchir par secteur, d'accord? Ce n'est pas tant de dire, je vais m'orienter plutôt vers le secteur agricole ou bien vers le secteur bancaire. Non, je ne crois pas que ce soit la meilleure approche. La meilleure approche, c'est de commencer toujours par le profil d'investisseur. Et donc, soit vous orienter vers une stratégie d'investissement qui va vous orienter vers une catégorie d'actions. D'accord? Et donc, la catégorie d'action, elle n'a rien à voir avec le secteur. La catégorie d'action, par exemple, ça peut être des fast growers, d'accord? Ou bien ça peut être des actions à dividendes, ou bien ça peut être des actions, ce que Graham appelle les net-net et consorts. C'est plutôt comme ça qu'il faut procéder. D'accord. Bon, j'ai plus d'autres questions. Ok, Merci. je vous en prie. Et donc, si vous êtes complètement nouvelle et vous sentez vraiment que il vous manque beaucoup d'informations, vous allez voir dans le groupe BRVM 1000, il y a des liens. Oui. Le premier lien, ça mène vers une playlist YouTube qui disait comment débuter à la BRVM. Et donc, je vous garantis que si vous suivez complètement cette playlist de A à Z, il y a déjà plein de questions, plein de zones d'ombre dans votre esprit qui seront complètement balayées. Donc, je vous recommande D'accord. vivement d'aller suivre cette playlist-là. D'accord. Merci. Merci à vous. Alors, d'autres questions, préoccupations, suggestions ou un sujet particulier que vous voudriez aborder? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est M. Seri Yannick. Bonjour. Alors, je suis, bon, il y a un bon bout de temps que je suis investisseur là, en bourse et mon SGI c'est BOA Capital. Okay. Et moi, ma particularité, c'est que bon, de toute façon, quel type d'investisseur je suis. Au départ, j'étais plus pour le long terme, mais après plusieurs formations, je dirais, j'ai plutôt opté pour le long terme. Mais en même temps, n'empêche qu'à chaque fois que j'aurai peut-être certains conseils en matière de titres qui peut-être veut faire des plus-values, je n'hésite pas à investir et puis à sortir tout en prenant mes plus-values. Donc, du coup, j'ai souscrit à cette plateforme-là puisque nous sommes en début de 2024. C'était juste pour avoir une idée de quels sont les types de titres qui seront très rentables sur le long terme, bien entendu, ou bien sur le court terme. Mais quand je parle de court terme, c'est minimum 6 mois. Sur le court terme, parce que souvent, j'ai d'autres formations que je veux me payer. Et puis, j'ai opté pour le long terme parce que j'envisage créer, monter mon business. Et je pense que c'est seulement par la bourse que je pourrais avoir le capital nécessaire. Et en même temps, s'il serait intéressant aussi de me parler de Rich Bourse, quels sont
les informations qu'on peut avoir une fois qu'on souscrit à l'année à cette plateforme. Merci. Merci. Alors, il y a Google qui est en train de me dire qu'il nous reste 11 minutes. Donc, je crois que ce sera la dernière question. Alors, donc, pour commencer, sur le point court terme, je ne pourrai pas vous aider. D'accord? Ma stratégie, elle est complètement orientée long terme et je ne m'intéresse pas vraiment à comment les actions vont performer sur le court terme ou pas. Ça, c'est hors de mon scope. Alors, donc, sur le long terme, et donc la question que je dois vous poser maintenant, c'est quelle est la catégorie d'action qui vous parle le plus? Vers quoi vous êtes attiré selon votre profil d'investisseur? Est-ce que c'est les actions à croissance rapide, les fast growers? Est-ce que c'est les actions à croissance modérée, les stalwarts? Est-ce que c'est les actions à dividendes, les slow growers? Est-ce que c'est les cyclicals qui sont tout simplement les valeurs agricoles sur la BRVM? Est-ce que c'est les net-net, les actions très très décotées? Est-ce que c'est le turnaround, des actions qui pourraient connaître un revirement de situation très très rapidement comme Sicor? Ou qu'est-ce qui vous intéresse? Bon, généralement, dans mon portefeuille, il y a plus de banques. En fait, c'est un peu de tout, hein. Les banques, les sociétés publiques. En fait, j'ai un peu de tout, mais comme j'ai dit, je focalise plus mon attention sur non seulement les entreprises qui payent, qui sont réguliers en termes de dividendes. Ok. Qui sont réguliers en termes, voilà, en termes de dividendes. Donc, la stratégie qui vous parle le plus, c'est plutôt la rente. Et si c'est la Ouais. rente, Mhm. ça rejoint un peu l'avant-dernier intervenant. La rente, c'est les plus grosses entreprises sur la BRVM qui vont vous payer le plus de dividendes. Donc, c'est les Sonatel et consorts. C'est aussi simple que ça. Ok. Maintenant, concernant Rich Boost, si je dois faire une souscription, à quoi je dois m'attendre? C'est tellement une souscription sur l'année. À quoi est-ce que je dois m'attendre? En termes de prix, c'est ça? Non, non, pas en termes de prix, mais en termes de formation, en termes d'information qui pourraient m'aider dans mes choix. Ok. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet où je présentais l'outil Rich Boost, l'abonnement premium et toutes les fonctionnalités supplémentaires que vous aviez avec cet abonnement-là. Écrivez-moi juste à la fin de ce webinaire-là, je vous enverrai le lien de la vidéo et vous saurez exactement ce qu'il y a comme contenu dans l'abonnement premium. Ok, c'est compris. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On est ensemble. Merci à vous.